tout d'abord, merci d'être là, merci d'être Jux Summercamp, merci d'assister à cette présentation. Ce que je vous propose, c'est un tool in action sur AirSocket. Le nom de la présentation, c'est Soyez réactif avec AirSocket. AirSocket pour Reactive Socket. On va voir ce que c'est, hein, c'est le but de la présentation. J'ai pas de page speaker. Ah, je parle dans le micro. Faut je me rapproche de la zone sonore. Du coup, j'ai pas de page speaker. Je me présente juste comme ça. Moi, c'est Adrien Vattez. Je travaille pour Zenica. Je suis consultant formateur. Je pense que vous avez déjà croisé d'autres speakers de Zenica aujourd'hui. Donc voilà tout. Après, moi, j'ai commencé mon parcours sur AirSocket il y a à peu près 1 an. J'aime bien tout ce qui est contrainte temps réel, tout ce qui est réactif, tout ce qui est boucle événementielle. Le but du jeu, c'est de gagner en performance. Et j'apprécie tout ce qui est système distribué, donc en général, ça matche bien, quoi. On va revenir un peu sur le contexte. Pourquoi AirSocket? Alors, si on revient un peu dans le temps, hein, à ma naissance, 1990, on sort le protocole TCP/IP. Bon, grosse maille, hein, vous vous doutez que la timeline est plus ou moins ajustable. Et là, c'était la folie. Là, on a commencé à se dire, oh, c'est dingue, nouvelle techno. Là, après, il y a des années 2000, on a créé le protocole HTTP. Là, on s'est dit, oh, je fais une requête à un serveur, j'affiche une page web. Tout le monde était dingue, quoi. Il y avait Google, il y a tout ça. Bon, les pages web, des fois, le design était quand même limite. Bon, voilà. Le design des années 2000, c'était c'était pas top, quoi. Ensuite, en 2010, on a eu quand même des gens qui se sont dit, moi j'ai des services, j'ai des API, j'ai plein de services, je veux qu'ils communiquent ensemble. Du coup, on a commencé à faire du REST. Là, on a voulu enterrer SOAP, mais SOAP, c'est un peu un zombie, hein, on le retrouve un peu partout quand même. Et maintenant, de nos jours, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait du HTTP2, on fait du HTTP3, donc du coup, on est déjà à la 3e version d'HTTP. Hein. Donc, on se doute qu'il y a quand même un gros problème. On se met à faire du gRPC, on se met à faire du MQTT. Une petite illustration, ici vous voyez qu'à gauche, on a des microservices, on est soit sur le cloud, soit sur un cluster Kubernetes, soit sur ce que vous voulez. C'est juste qu'on a des services Node qui répondent à différents devices, on a un Spring Boot qui démarre pour de l'IoT ou pour, je sais pas, de la domotique. On a, et tout ça, il communique en HTTP, sauf que le HTTP, c'est assez sommaire, on fait une requête, on attend la réponse, on fait une requête, on attend la réponse. Et si on arrive à faire plein de requêtes, on peut faire tomber le serveur. Et ça, des fois, c'est drôle quand même. Et ça arrive en production. Donc après, on s'est dit, comment faire une architecture un peu plus résiliente, un peu plus, comment dire, qui résiste à la panne, faute tolérant. On a décidé de mélanger des protocoles. Du coup, on a HTTP2 pour gagner en performance. On a peut-être du gRPC, on a peut-être des fois du RabbitMQ. On change carrément de paradigme pour échanger des messages. Mais le but, c'est de disposer d'une communication qui est performante et surtout de nos jours, maintenant qu'on part dans le cloud et tout, tous les services communiquent ensemble, il faut pouvoir exposer des services, etc. C'est un peu la folie. Des fois, on regrette les années 2000. Mais bon, non, je rigole. Donc, on a AirSocket. AirSocket, c'est initialement créé par Netflix. C'est un protocole de communication, donc à peu près pareil que le HTTP. C'est un protocole qui est à part. C'est un protocole binaire. Il y a une slide un peu plus loin pour vous expliquer un peu ça. C'est open source, donc ça c'est quand même pas mal. Tout ce qui est open source, c'est quand même pas mal. Basé sur les principes énoncés dans le manifeste réactif. Il y a une autre slide aussi où je réexplique un peu tout ça. C'est conçu et testé avec les flux TCP, WebSocket, Aeron. Bon. TCP, WebSocket, ok. Aeron, j'ai jamais trop vu d'implémentation qui fonctionne à l'heure actuelle sur Internet, donc c'est un peu compliqué. Et HTTP2, on est vraiment sur la couche stream, donc on n'est pas vraiment sur une couche... donc on est vraiment... Mettez un peu à l'écart quand même HTTP2, restez sur le fait qu'on est sur du TCP WebSocket, parce qu'en fait, le protocole AirSocket, il est à peu près à ce niveau-là. Donc en fait, on est un peu le concurrent d'HTTP ou le concurrent des autres protocoles. On est basé sur du TCP ou sur de la WebSocket. Et puis c'est intégré dans Spring Framework 5.2, et ça c'est vraiment cool. Donc, un protocole binaire. Ok, c'est binaire, du coup, c'est performant. Pourquoi? Parce que on traite que des paquets de 0 et 1. En plus de ça, on a un message où on a de la metadata, qui est le header, hein, comme on retrouve typiquement dans les requêtes HTTP. On a un payload, on va dire plutôt un body. La metadata sert à
tout ce qui est tracing, monitoring, sécurité, hein, on le fait aussi en HTTP, des fois on envoie un token JWT dans le header, et derrière tout ça c'est binaire, et du coup le protocole il voit que des paquets 0 et des 1, pour ne pas dire des paquets de bits, mais des paquets 0 et 1, et du coup l'avantage c'est que c'est très performant, et derrière vous pouvez mettre ce que vous voulez, du JSON, du texte, etc. C'est à vous de gérer la sérialisation et la désérialisation. Mais c'est un des gros avantages, c'est que c'est que du binaire et vous n'allez pas vous embêter, encodage, tout ça, c'est magnifique. En plus de ça, c'est basé sur TCP. Ça fait quoi? Ça fait ce qu'on appelle du multiplexing. C'est pour ça qu'il y a eu HTTP 2, hein. C'est que dans HTTP 1, on faisait une connexion, une requête, une réponse. Le multiplexing, c'est une connexion et éventuellement plusieurs requêtes et plusieurs réponses dans la même connexion. Le but du jeu, c'est encore d'éviter des I/O, des allers-retours inutiles. Donc ça, c'est quand même vraiment pratique. On a la possibilité d'avoir 3 streams et de balancer autant de données qu'on veut dans ces streams-là. Là, je dis 3 streams, mais on peut aller plus loin, ça dépend de vos canaux de communication. C'est réactif, donc ça dépote, attention. Tout ce qui est réactif ne dépote pas tout le temps. Mais la côté AirSocket Java est basée sur Reactor. Donc en fait, on manipule tout ce qui est réactif. Et en plus, le protocole a été conçu pour être réactif. Il se base essentiellement sur le manifeste réactif. Même si je parle de Reactor dans les autres langages, c'est pas Reactor, mais ça reste ça suit les paradigmes du Reactive Manifesto. Je vous conseille d'aller lire, bon après c'est un peu longuet, mais le principe c'est toujours une boucle événementielle qui traite tout ce qui peut au fil de l'eau. Grosso modo, hein. Là je fais vraiment quelque chose de grossier. Alors, je vous ai expliqué que c'était un protocole, je vous ai expliqué que c'était du réactif. Donc vous allez me dire, mais comment on communique, comment deux services, comment une personne, un client et un serveur, ils vont communiquer en utilisant ce protocole-là. Quand c'est du HTTP, c'est simple. En général, on démarre un serveur HTTP. Le premier truc qu'on fait, c'est qu'on fait HTTP localhost machin. On regarde sur une page web, on voit si ça répond. Là, c'est un peu différent quand même. Donc, on a différentes interactions. La première interaction, c'est le fire and forget. Le but, c'est juste de balancer une donnée. Un client envoie une donnée à un serveur et n'attend rien en retour. Ça peut être très pratique pour ce qui est logging, tout ce qui est tracking, tout ce qui est analyse, etc. Vous balancez de la donnée au serveur, le serveur, il l'assimile. Et vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a une réponse ou pas, quoi. Il y a le request response. Ça, c'est censé vous rappeler un peu le HTTP. Hein. On envoie la requête et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit une réponse. Et quand même, on est content. On a le request stream. Là, on commence à avoir des choses. On comprend pourquoi Netflix est parti dessus, en fait. On envoie une requête. Et derrière, le serveur, il nous répond à une série de réponses. Peu importe, ça peut durer ad vitam aeternam. Ça dépend de la charge du serveur, ça dépend de plein de choses. Mais c'est que là, on peut aussi comprendre, on peut aussi voir un peu le concept de back pressure. Je vais le réexpliquer juste après. Et on a les channels, et là, c'est la folie. Là, c'est open bar. On a une connexion. Et là, du coup, ça part dans tous les sens. Le client, il envoie des choses, le serveur, il répond, etc., etc. Du coup, c'est très pratique pour ce qui est pour les chats ou les choses comme ça. Vous vous doutez qu'en fait, c'est relativement sympa de pouvoir suivre tout ça. Mais en plus, là, on voit même plus de client-serveur, on voit juste deux services qui dialoguent, sans pour autant être vraiment client ou serveur. Les interactions. L'API, moi je vais vous montrer essentiellement l'API Java, mais en fait l'API dans les autres langages c'est à peu près la même chose. Hein. Là on a une interface qui s'appelle AirSocket, qui a pour but d'implémenter vous avez pour but d'implémenter les différentes méthodes qui sont là. Donc il y a le fire and forget, où on reçoit un message, par contre on répond à mono de void, donc en fait on répond à rien, on répond pas vraiment, on s'en fiche. Request response, ça veut dire que là on envoie un message et derrière on répond un message. Au niveau Reactor, je pars un peu du principe que vous connaissez un peu Reactor, que vous connaissez un peu la sémantique réactive. Mono, comme l'a expliqué le précédent speaker, c'est un élément et un flux c'est une multitude d'éléments. Donc d'un point de vue stream, un mono payload on va répondre un élément et un flux payload on va répondre une multitude d'éléments. Là en fait du coup il y a une requête, on s'abonne au stream et du coup on reçoit les données. Le request channel, comme je dis, c'est open bar, donc en fait on a un publisher en paramètre, et un publisher ça veut dire que potentiellement on a un ou n payload, et du coup nous on répond un flux à chaque payload.
Et après il y a le metadata push, ça c'est un peu à part. Ça ressemble au Fire and Forget, c'est plus light, mais ça permet d'avoir un peu plus de performance, parce que du coup on n'envoie que de la metadata. On n'envoie pas de la vraie donnée. Du coup on se jette un peu dans le bain. Je vais vous montrer quelques exemples de code en fait. Alors tout ce que je vais vous montrer sur un repo GitHub, c'est assez commun dans les tools in action de partager un repo et de vous permettre de jouer chez vous avec ce qu'on va faire là. Et c'est vraiment assez sympa, c'est un protocole qui est quand même assez fun, et n'hésitez pas à cloner le repo ou à refaire des présentations en interne si vous voulez. Moi j'ai pas de... De toute façon tout ce que vous voyez ici c'est entre guillemets je l'ai pris de différents blogs, je l'ai adapté ou j'ai adapté des exemples de RSocket Java. Et RSocket Java, ils ont des exemples mais qui sont des fois un peu compliqués quoi. Donc si je reviens sur la première partie, je vais vous présenter un peu à quoi ressemble le repo. Vous allez avoir une couche Java, vous allez avoir une couche JS, parce que la finalité de cette démonstration, c'est de vous montrer qu'avec Spring, c'est hyper facile. Et derrière, on peut communiquer avec du JS et de faire des échanges en RSocket avec une page web, etc., etc. Donc en fait, le protocole est quand même possible sur des moyens pour utiliser pour une page web ou des choses comme ça. En fait, on n'est pas obligé de faire du dialogue de service à service. On va retrouver du coup ici les différentes notions que je vais vous montrer. Dans un premier temps, on va s'attaquer aux interactions. Alors, un serveur ici, on va faire un serveur tout bête. Donc ce serveur-là, je ne suis pas parti sur Spring dans l'immédiat, même si j'ai démarré mon projet sur startspring.io. On va écrire du plain Java pour l'instant. On va juste se servir de la bibliothèque RSocket. Donc, là, je décide de créer un serveur. Dedans, je vous ai expliqué que normalement, il faut implémenter l'interface. Sauf que ça évolue assez vite. Et il commence à comprendre que, de nos jours, on écrit aussi des choses avec ce qu'on appelle des fluent builders. Et là, c'est un genre de fluent builder, en fait, où tout simplement, moi, j'ai besoin que d'un élément de l'interface. C'est le request response. Donc, du coup, j'ai décidé d'implémenter une RSocket. Et je veux juste suivre l'interaction request response. Derrière, je récupère la data, je récupère en UTF-8, etc. Je prépare ma réponse et derrière je réponds en mono. Vous vous souvenez, je recevais un payload et derrière je répondais un mono de message ou de payload. Derrière, je bind mon serveur sur un transport TCP, donc ça veut dire qu'on va créer un serveur juste TCP. Et j'ai rajouté un delay subscription. Là, je vais peut-être pas avoir le temps de le faire pour de vrai, mais normalement, ça met 10 secondes à démarrer. Du coup, le client, je lui ai mis, vous allez voir juste après, je lui ai mis des retry. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et derrière, en fait, je démarre mon serveur qui a pour but de recevoir des requests et des responses. Donc, je le démarre. Donc, normalement, il a un délai de 10 secondes, mais je pense qu'essayez-le chez vous. Vous le démarrez le client direct après. Vous allez voir, le client, il va essayer de se reconnecter, en fait. Mais là, en démo, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai le client. Le client, vous le retrouvez aussi là, hein. Vous inquiétez pas. Tout est... j'ai essayé de bien ranger, quoi. Après, bon, des fois, c'est pas toujours bien rangé, hein, mais bon. J'ai essayé, là, pour le coup. Donc là, on a notre client. Notre client, c'est quoi? C'est un RSocket connector. Tout à l'heure, du côté serveur, on avait RSocket serveur. Là, on décide de se connecter, pareil, en TCP, sur le host et le port du serveur. Là, ça, c'est un champ statique qui est déclaré dans le serveur. Donc, localhost sur le port 7000. Là, on voit qu'il m'a répondu ça, le serveur. J'avais mis un retry when. Du coup, c'est là que les 10 secondes sont importants. C'est qu'en fait, je mettais la possibilité de réessayer 50 fois, toutes les 500 millisecondes, de se connecter au serveur. Et ça, c'est vraiment pratique. Vous voyez que typiquement sur les projets qu'on a à l'heure actuelle, où on se connecte à une base de données, quand la base de données n'est pas là, il va essayer de se connecter toutes les 30 secondes, etc. Et ça, mine de rien, ça demande beaucoup de code. Là, en une ligne, c'est fait, quoi. C'est ça qui est pratique quand même. Donc derrière, ce que je fais, c'est que je récupère ma socket, et sur cette socket-là, j'envoie un payload qui s'appelle Adrien, moi-même. Hein. Ça fait un peu narcissique. Mais du coup, derrière, ce que je fais, c'est qu'à la réception de ma réponse, je vais faire que j'ai reçu la réponse, etc. Typiquement, ça reste assez bateau. Là, on est sur un échange client-serveur. Il y a un logger. Du coup, j'ai envoyé une trame
Là on voit à quoi ressemble la trame, parce que vu que c'est une trame binaire, ils l'ont un peu formaté. J'envoie Adrien, et de l'autre côté, mon serveur il m'a répondu Hello de La Rochelle, Adrien. Et si on regarde du côté de mon serveur, c'était réponse client serveur, on constate bien quand même que il fallait seulement répondre à un Hello de La Rochelle. Jusque là on est sur un service qui est quand même la même chose que ce que vous avez l'habitude de voir. On démarre un service HTTP et derrière on fait des fonctions qui répondent soit du JSON soit du texte. Là en l'occurrence c'est du texte. Alors à débugger c'est très compliqué parce qu'en fait en soi quand on chope les trames c'est que du binaire, c'est pas vraiment évident, et en plus de ça si vous sérialisez tout ça c'est vraiment pas simple. Et c'est vraiment une nouvelle approche de la communication. Alors si on revient sur mes différentes interactions, du coup j'ai créé un full serveur, je vais éteindre celui-là. Le full serveur, là j'ai pas utilisé de Fluent Builder, j'ai directement créé ce que c'était la socket acceptor. Et la socket acceptor c'est un genre de... c'est un élément qui accepte une connexion et qui derrière vous devez lui donner une AirSocket. Donc vous vous souvenez de l'interface que je vais montrer tout à l'heure. Et du coup on doit forcément implémenter le Fire and Forget, le Request Response, le Request Stream, le Request Channel. Là pour le coup, et le Metadata Push aussi. Mais bon, le Metadata Push, comme je vous ai dit, c'est vraiment un peu à part. Là pour le coup, le Request Response c'est pareil, je réponds à Hello. L'avantage du Request Stream c'est que derrière moi, il y a quelqu'un qui va m'envoyer une requête et toutes les secondes, je vais lui envoyer une donnée. Donc ça c'est quand même pratique parce que des fois on a besoin d'avoir la donnée dès qu'elle est disponible. Plutôt que d'aller demander et dire est-ce qu'elle est disponible. Et là il me dit non. Du coup je dis est-ce qu'elle est disponible. Là il me dit non. Là je dis direct envoie-moi la donnée dès que tu l'as. Donc ça c'est vraiment pratique. Donc je vais démarrer mon fameux serveur. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil au code. Ça évolue très vite, notamment le AirSocket Java, en tout cas sur les releases. Et du coup des fois on a du deprecated. Typiquement j'avais le même code quasiment il y a 6 mois. Ouais, pour la moitié c'était deprecated. Donc il faut faire quand même assez gaffe, et même la documentation que vous allez trouver sur internet, il y a des bouts qui sont très vite deprecated en fait. Bon après quand on dit deprecated en général on clique et puis on voit que utilisez pas ça, plutôt utilisez ça. En général les gens ils sont pas bêtes, ils vont pas mettre deprecated juste pour dire haha c'est déprécié, débrouille-toi. Donc on va voir un peu la partie request stream. La request stream, là j'ai créé un client, pareil, AirSocket connector, connect with, derrière je fais un request stream, j'envoie un dieu, ne me demandez pas lequel mais c'est un dieu, et j'en récupère que 10 derrière des éléments, et après derrière j'éteins la socket parce que je me suis dit en fait j'ai besoin que 10 stats ou 10 calculs etc, où on veut que j'ai que 10 fois dieu, et derrière je prends seulement 10 éléments. Donc j'ai démarré mon serveur, et là pour le coup je vais envoyer mon client, je lui demande de se connecter, du coup il envoie Dieu, et derrière on voit que j'ai mon serveur qui me répond Dieu, et il va au bout de 10 fois, et puis après en fait on va voir mon client, il va s'éteindre tout seul. Donc ça c'est pratique, ça se fait, et vous comprenez un peu pourquoi Netflix ils étaient partis là-dessus, vous voyez un peu l'idée de streaming ou l'idée de la récupération des données. Et en fait ce qu'on voit c'est que typiquement j'ai initialisé une request stream, et derrière j'ai que des next, 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 next. Et à la fin, normalement, on pourrait avoir des... Là, on a eu un cancel qui était envoyé quand même par le client pour lui dire, en fait, arrête, j'ai plus besoin, quoi. Est-ce que je vous montre le Fire and Forget? Je sais pas trop si vraiment c'est utile, en fait, parce que du coup, là, ce que j'envoie, j'essaie même pas de le récupérer quoi que ce soit, en fait. J'envoie, je vais envoyer plein de Fire and Forget, et derrière, toutes les secondes j'envoie un Fire and Forget, et puis au bout d'un moment voilà, c'est juste que j'attends pas de réponse. Vous voyez qu'il n'y a que du sending, il n'y a pas de receiving quoi. En fait c'est relativement simple comme interaction. Une idée assez intéressante c'est le back pressure. Je vais vous montrer un peu le code. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu de back pressure, mais c'est que le fait que souvent quand un client envoie énormément de requêtes à un serveur, celui-ci est un peu entre guillemets en PLS, et du coup il ne répond pas, et des fois il tombe ou il met beaucoup de temps à répondre. Donc le back pressure ça permet d'éviter ce cas là, c'est à dire que le client typiquement il va demander au serveur en fait ok je me connecte à toi, je demande un stream, donc c'est à dire que tu vas m'envoyer plein de données,
Mais on va y aller pas à pas. Je vais t'en demander 5 par 5. Et après, au bout d'un moment, le serveur répond quand il peut. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a une connexion, et en plus de ça, c'est assez malléable, et on a la possibilité de... Alors, là j'ai mis d'autres exemples. On peut limiter le nombre de requêtes à 10. Donc ça veut dire qu'on va recevoir que 10 éléments. Comme tout à l'heure, j'ai fait un tech 10. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est plutôt on va limiter la requête. Derrière, je peux aussi limiter le fait que je fais un tech 10 ou je fais un tech duration. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, j'ai mis un subscribe avec un back pressure subscriber. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans mon back pressure subscriber, je demande 5 requêtes et le serveur va me répondre 5 requêtes. Et après, une fois que j'ai mes 5, je redemande 5, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment pratique parce que pour le coup, le serveur, on va pas le mettre en PLS parce que du coup, on va essayer de demander petit à petit ce qu'il nous faut sans pour autant lui dire dès le début, calcule-moi tout ça, quoi. Et c'est souvent ça le problème, c'est que des fois on fait une requête et on a des temps d'attente qui vont à 2, 3, 4 secondes. Et ça, c'est inadmissible dans les expériences de clients. En tout cas, dans tout ce qui est interaction avec les clients et pour les utilisateurs finaux. Si j'envoie... vous voyez qu'on peut envoyer aussi des métadatas, il n'y a pas de souci. On peut rajouter autant de choses qu'on veut dans le payload. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, j'ai envoyé une première requête qui mettait tout simplement envoie-moi 5 éléments. Et derrière, il répond 1, 2, 3, 4, 5. Et après, là, il y a un keep alive, parce que mine de rien, j'ai limité le nombre de requêtes à 10, mais mon client reste connecté avec mon serveur. C'est juste qu'il y a un keep alive de temps en temps. Et ça, c'est quand même vraiment pratique, parce que ça évite de surcharger le serveur. Et que là, c'est le client qui dit qu'est-ce qu'il a besoin en fait. Ça, le back pressure, c'est relativement simple. Je sais pas si vous avez vu comment c'est codé dans le réacteur et tout. C'est vraiment pas simple. Là, pour le coup, c'est une manière simple de réaliser les choses. Un autre exemple qu'on peut avoir, c'est le resume. Alors, pour le coup, il faut juste que j'éteigne le full serveur. Le resume, c'est... J'ai décidé de créer un objet resume qu'ils ont... et en fait, dans lequel on va pouvoir... Le resume, c'est la reprise d'activité. On va couper la connexion et est-ce qu'on va voir comment mon système va être capable de reprendre son activité, de reprendre là où il était perdu. Donc là, ok, c'est dans la mémoire, mais on pourrait avoir d'autres systèmes de session store. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que là, je vais donner la possibilité à mon serveur de faire de la reprise d'activité. Donc je démarre mon serveur. Là, je mets que il va réessayer max value de long toutes les secondes. Toutes les secondes, il va réessayer. Il va autoriser qu'on réessaye. C'est plutôt ça en fait. Donc, je démarre mon serveur. Mon serveur, il me dit c'est bon. Alors, attendez, je pense que je vais juste désactiver les logs des frames parce que sinon, c'est un peu horrible. Donc là, je change juste dans le logback la possibilité de loguer les frames. Je mets en info. IORsocket framelogger, c'est quand même pas mal pour débugger parce que sinon, c'est un peu galère. Et là, mon client, pareil, il a la possibilité de faire du resume et il se connecte. Et vous voyez, c'est honnêtement le code, il n'y a quasiment rien. Genre, ce que je vous montre, ça se fait en 5 lignes, quoi. Le resume, c'est le même resume que le serveur. Bon, après, on s'entend que souvent le code, il n'est pas au même endroit, mais voilà. Et là, au niveau de mon stream, j'affiche juste ce que je reçois. Donc c'est parti. Ah, là vous allez voir déjà, typiquement, ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai changé le port, c'est 7001. Donc il y a une petite astuce à faire. C'est ce que je vais faire, c'est socket. Ce que je fais, c'est que je redirige mon serveur qui est sur le TCP 7000. Je fais un forward, tout bêtement, parce que je vais simuler une coupure réseau. En gros, je vais me connecter sur le 7001, mon serveur est sur le 7000. Ce petit outil qui s'appelle socket permet de rediriger tout ça. Et je vais couper cet outil-là, et vous allez voir la reprise d'activité. Alors, je relance mon client. Là, ce client-là, il n'a pas réussi de se connecter parce que je n'avais pas codé de retry. Tout à l'heure, j'avais un retry sur l'autre. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment tout coder comme vous voulez. Donc là, je reçois des données toutes les secondes. On est content. Ça marche bien. Si derrière, je simule une coupure de réseau, là, il me dit « Ah,
j'arrive pas, du coup je vais réessayer. Je me suis arrêté à 14, hein, vous vous souvenez? Hop, le réseau revient, hein, Orange est revenu. Non, et derrière, en fait, j'ai repris à partir de 14, quoi. 15, 16, 17, 18. C'est fluide, quoi. Donc si jamais vous avez besoin d'envoyer des gros fichiers, par exemple, c'est un très très bon protocole pour ça. Parce qu'il va être capable de vraiment pas perdre de données, et en plus de ça, il va dépoter. Donc honnêtement, j'essaie de le conseiller à mes clients pour tout ce qui envoie de binaires et des choses comme ça. Mais bon, c'est quand même un protocole qui est tout jeune et c'est pas évident, hein. Souvent, les clients ils sont oh non, non, mais je suis pas trop sûr de moi quand même. Je dis mais si, c'est très bien. Donc peu importe, là vous avez vu le logger qui log. Une des autres fonctionnalités qu'on peut avoir assez intéressante, c'est le load balancing. Le load balancing, il n'est pas du côté serveur. La plupart du temps, ce que vous faites, c'est que vous vous connectez par exemple à un site et derrière, peut-être, il y a 6-7 réplications qui vont vous permettre de répartir la charge. Là, le load balancer, il est du côté client. Donc, je vais pouvoir démarrer un certain nombre de serveurs, 7000, 7001, 7002. Vous inquiétez pas, le code, c'est assez simple, hein. Je fais un for each et je fais exactement le même code. Et dessus, je fais du request response. Donc, je démarre. J'ai mon serveur qui a démarré. Du coup, il me dit bien, bah, tu as démarré 7000, 7000, 7001. Donc là, c'est un peu pareil. Derrière, quand je veux décider de démarrer mon client, là, c'est un peu plus particulier parce que du coup, je crée ce qu'on appelle un load balance AirSocket mono. Et le load balancer, il est du côté client. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le client qui va être capable de déceler quel serveur va être à même de répondre plus rapidement. Et c'est un autre paradigme parce que du coup, ça va plus loin en fait. Alors, si je démarre oula, mon client, en tout cas la succession de mes clients. Ah oui, mais vous voyez rien. J'ai désactivé le logage des frames en fait. Hop. Du coup, en fait, automatiquement, j'ai envoyé des... Là, on voit qu'il y a eu le 7001 qui est apparu. On voit qu'il y a le 7001 toujours, 7000. On voit que par exemple, là, le 7002, bah, il était pas top. Donc en fait, le load balancing se fait automatiquement. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment cool. Je vais très vite passer sur la partie Spring. Spring, on a une application classique Spring. Derrière, comment je fais pour faire du AirSocket? Et bah c'est hyper simple. Je fais un contrôleur, je fais du message mapping. À partir du moment où je fais du mono et que je renvoie un message, je suis dans le cas de request response. À partir du moment où je renvoie un mono void, je suis dans fire and forget. Là, j'aurais pu nommer la fonction n'importe quoi. C'est pareil, il est capable de mapper automatiquement. Là, c'est pareil, stream, parce que je renvoie un flux de messages et que je prends que en paramètre un message. Pareil, ici, je reçois un flux de messages, je redonne un flux de messages, du coup, il se met dans le paradigme de channel. Et la magie dans tout ça, c'est que vous avez seulement à mettre que vous utilisez la WebSocket et quel port vous allez utiliser. Je regarde juste vite fait si mes serveurs tournent, il faut que je le coupe celui-là. Donc Spring, c'est quelques classes là, hein. C'est affolant comment ça fonctionne tout seul. Le message mapping, une notion à savoir, c'est que le message mapping, là, c'est une donnée qui est renseignée dans la metadata au moment où on va envoyer le... Donc ça permet d'avoir plein de contrôleurs et de mapper sur différentes choses. Il n'y a pas qu'une AirSocket, il peut y en avoir N, quoi. Donc je démarre vite fait mon service Spring, ça démarre très très vite. À côté de ça, je vous ai donné, pareil sur le repo, un petit projet Vue où bon, il y a c'est repris d'un blog où le gars il avait fait très bien les choses, mais il n'a pas poussé le vice suffisamment loin. Il n'a pas pensé à au routing de... En fait, dans la métadonnée, je peux dire bah, vers quel message mapping je vais, etc. etc. Et ça, il n'est pas allé jusqu'au bout. Bon, il n'est pas allé... on pourrait soumettre une pull request, ça, il n'y a aucun souci. Du coup, il nous dit de faire un npm install. C'est du Vue, hein, donc il y a du npm et tous les paquets qu'il y a derrière. Si je fais un npm run serve, derrière il va démarrer tout simplement un serveur de dev Vue. On a dit que j'ouvrais la fenêtre. Où est-elle? Là il me dit qu'il est connecté.
je fais du fire and forget, je reçois rien. Si on regarde du côté de mon serveur, il reçoit bien du fire and forget. Request response, request response, request response, il le fait bien, index 0 à chaque fois. Et si je demande un stream, là en l'occurrence, c'est un stream de 7, il est censé m'envoyer 7 derrière. Ça se fait tout seul. Et là, c'est basé sur la WebSocket. Si on regarde par exemple la console, on verra qu'il a switché de protocole et qu'il est parti sur un dialogue en WebSocket. Donc vous voyez, on peut faire du JS, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment un protocole qui est suffisamment performant pour être utilisé. Alors là, par contre, je n'arrive pas à faire de play. C'est bizarre. Parce que j'étais en plein écran tout à l'heure. Et non, et... échappe. On va réactualiser la page. Hop. Donc, si je reviens un peu au slide, là je suis en 4 tiers, tant pis, hein. L'autre slide elle marchait pas trop. Oui. D'accord. Bah je peux m'arrêter là, j'ai commencé qu'à 17h. Mais je peux m'arrêter si tu veux. Ah. Bah, après, je termine vite fait. En fait, après, vous avez une clé qui est possible. Des fonctionnalités intéressantes, comme je vous l'ai montré, c'est la reprise, la contre-pression, le back pressure, le load balancer, la limitation de débit naturel. Vu que c'est sur du réactif, on est capable d'enchaîner assez facilement. Un disjoncteur implicite, donc c'est tout ce que le circuit breaking. Ça, je voulais pas trop montrer, mais c'est très bien foutu dans ce protocole-là. Il n'y a pas de sidecar, donc on a un peu la guéguerre entre les services mesh et ce protocole-là. Derrière, l'intérêt pour ce protocole, on voit que c'est quasiment plat. Hein. Si on regarde RSocket, gRPC, GraphQL, GraphQL en jaune, gRPC en rouge et RSocket en bleu, on n'est pas beaucoup à s'intéresser dessus, mais ça commence à monter. La communauté, je vous conseille la Reactive Foundation. Je vous conseille aussi les vidéos de Josh Long qui sont très très bonnes. Les pour, c'est un protocole compatible conçu pour les solutions cloud. Ça, c'est quand même vraiment bien fait. Pensé pour être hautement performant. La résilience, c'est un des premiers atouts. Et ça ne cesse de s'améliorer. La communauté s'agrandit. Les contres, c'est que c'est une nouvelle technologie. C'est pas très adopté. Et ça ne le sera. Ça va mettre un peu de temps. Un contre, c'est que c'est toujours en développement. Donc ça n'arrête pas de changer. Tous les 6 mois, vous êtes obligé de mettre à jour votre code. La version de l'aspect, c'est de la 0.2. C'est considéré comme une release candidate. Mais bon, voilà. Ça manque d'implémentation parce que c'est pas très stable. Ici, l'écosystème, vous pouvez faire tout ça, du protobof de Lavro, comme je vous ai dit, c'est bon, il y a Aeron et HTTP2 Stream qui sont un peu la guéguerre encore, mais TCP WebSocket ça marche nickel. Et pour aller plus loin, vous pouvez utiliser par exemple un broker. Là, ça serait plutôt pratique, c'est de justement pouvoir faire du service discovery, du routing, de la sécurité, ce que vous voulez. Et il y a Netify qui se lançait là-dessus. Mais Netify, bon, honnêtement, les images Docker sont indisponibles parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Docker Hub il a dit que les vieilles images, elles allaient être supprimées, etc. etc. Et là, il y a tout Netify qui a été supprimé. Et il y a RSocket Routing qui est en cours de développement, qui est très prometteur. L'ancien Spring Cloud Gateway RSocket. Et il y a Alibaba, là, c'est dingue. Les liens utiles, vous les avez là. Et si jamais vous voulez récupérer le repo avec les slides pour reprendre ça à tête reposée, parce qu'on a un peu speedé, désolé. N'hésitez pas, soit vous faites un coup de scan, soit vous faites... à mon nom c'est Avatez, RSocket, Juke Demo. De toute façon vous allez retrouver assez facilement mon GitHub si vous repartez sur le site de Juke Summercamp. Hop là, je m'arrête là. De toute façon j'ai déjà un peu débordé. Mais je suis désolé.